De retour aux étés généraux. Mais on est content, on reçoit donc M. Simon Laperrière, qui est programmateur à Fantasia. Comment ça va? Ça va bien. Et Nadine Gomez, qui est collaboratrice aussi à l'émission et donc qui vient nous parler de Fantasia un peu. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Je suis émue d'être assis à côté de Simon, de M. Laperrière. Ben oui, parce qu'on va parler de Fantasia. Moi, c'est Nadine qui est devant moi, est vraiment amateur. Tantôt, pendant la pause, on disait amatrice. Je ne pense pas. C'est vraiment amateur de cinéma, de Fantasia. Et moi, je vais pas souvent parce que, je sais pas, ça m'attire moins. Et j'ai peut-être un préjugé défavorable, mais c'est bizarre parce que hier, un de mes amis m'a dit hey, j'ai comme le goût d'aller à Fantasia. Il m'a envoyé un courriel et c'était vraiment pas planifié. Il m'envoie la description du film suivant. Ça a comme renforcé mes préjugés. Ça s'appelle Ashka Forbidden Super Héros. Je vous lis le début. Criminels, agresseurs et bandits, craignez le pervers masqué. Cette machine de justice née d'un père policier et d'une mère dominatrice devient quasi invincible lorsqu'il recouvre son visage d'une petite culotte. S'il active la puissance de sa fourche en transformant son slip en G-string à bretelles, vous tâterez de son paquet. Il évite les balles en prenant des poses affriolantes et peut maîtriser le plus dangereux adversaire avec son bondage volant. Si par miracle vous parvenez à le frapper, il en redemandera « Oh oui, vous ne voulez pas vous frotter au pervers masqué ». C'est ça, Fantasia, c'est quand même incroyable. Monsieur Laperrière, est-ce que c'est juste des films comme ça qu'on retrouve en Fantasia ou j'ai pas été chanceux, mon ami voulait m'amener à un endroit spécial? Ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est évident qu'à Fantasia, on va voir des productions excentriques de la sorte, des films mettant en vedette des super-héros qui tirent leur pouvoir de leur perversion sexuelle. Mais c'est également à Fantasia où on va remettre un hommage à Andrzej Zulawski. C'est également à Fantasia, on pourra voir un documentaire sur The National cette année. Et c'est également à Fantasia, on pourra découvrir Love Eternal, qui est un drame humaniste mettant en scène un ermite qui, afin de reprendre contact avec le monde autour de lui, va accompagner des femmes qui désirent s'enlever la vie. D'accord. Donc c'est un festival qui est immensément versatile dans le type de film qu'il présente. C'est sûr que nous avons une ligne éditoriale assez claire, qui est celle de présenter du cinéma de genre. Mm-hmm. On sait bien, surtout depuis 2010, depuis que des auteurs comme Park Chan-wook, Lars von Trier vont explicitement aborder le cinéma de genre. Pas que ce soit une nouveauté, on peut remonter aussi loin qu'à Chris Marker, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, et même avant ça, Georges Méliès, d'une certaine façon, a inventé le cinéma de genre. Donc, où je voulais en venir, c'est que la notion de cinéma de genre est de plus en plus nébuleuse. Donc, je pense que Fantasia, c'est cette plateforme hallucinante qui fait l'état du cinéma de genre à chaque année et qui va donc inclure à la fois un tueur portant des sous-vêtements sur sa tête, pourquoi pas, mais également cet ermite qui va accompagner des femmes suicidaires. Ben oui, je vous taquinais, puis j'en parlais un peu plus tôt avec Hubert Sabino, et il me dit que les descriptions de films sur votre site Internet sont toujours délicieuses, et juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'aller consulter le site Internet. Et toi, Nadine, c'est ça, qu'est-ce qui t'attire dans Fantasia? Qu'est-ce que tu vas chercher comme tel? Parce que je sais qu'à chaque année, là, t'es là, en tout cas, pas 24 heures sur 24, mais quand même, t'essayes de faire ton petit tour là-bas. Oui, c'est sûr. En fait, c'est intéressant parce qu'en me disant que j'allais faire une chronique sur ça m'a un peu comme énervée parce que je me suis toujours dit que j'aimais beaucoup Fantasia, mais j'avais jamais vraiment articulé le pourquoi de mon intérêt puis de mon espèce de fidélité à ce festival-là. C'est sûr que ça remonte à loin. La première fois que je suis allée à Fantasia, j'avais 17 ans. C'était en 97. C'était pas mal situé autour de l'Impérial. J'étais dans un milieu où mes amis étaient obsédés par les mangas, Akira, Sailor Moon, entre autres. Et donc, puis je veux dire, je réalisais aussi qu'on avait grandi dans un univers assez familier avec l'anime japonais. Veux pas les cités d'or, Candy puis Albator, ça fait partie de cette culture-là. Fait qu'on était déjà imprégné par cet imaginaire-là. La première fois que je me suis retrouvée dans cette salle de cinéma-là à voir Perfect Blue, un film assez étrange, un thriller psychologique vraiment dérangeant en animé, il y avait comme c'est ça que je me dis, il y avait comme une confirmation, une validation sociale de ce que nous, on faisait en petite gang dans nos sous-sols, en écoutant des VHS. Là, tout d'un coup, c'était une salle de cinéma assez majestueuse, c'est comme l'Impérial, c'est une belle salle, avec une cohorte de gens qui partageaient tout d'un coup ce moment-là d'une étrangeté assez rare. Puis je pense que c'est vraiment ça pour moi qui est le plus intéressant. Fantasia, c'est un lieu quand même d'une marginalité, mais pas convenu, avec ses propres règles, avec ses propres normes. C'est vraiment un univers à l'extérieur
du festival classique. Les films s'écoutent pas comme ils s'écoutent dans d'autres salles de cinéma. Il y a des rituels propres aux projections de Fantasia. Je veux dire, on le sait, là, c'est presque le stéréotype, mais le Daniel qui part avec le micro, les miaulements quand la salle tourne au noir, les gens qui crient quand on voit le nom de la boîte de production. Ça n'existe pas. Il y a personne qui applaudit quand il voit Métropole Film. Pourtant, là, tu vois Milky Way, production, puis les gens applaudissent, crient. Fait qu'il y a comme toute une culture, une sous-culture, ou c'est une culture en soi, en fait, qui, pour moi, est vraiment, vraiment riche et intéressante. Après ça, c'est sûr qu'il y a la dimension du cinéma. Mon père, cette fin de semaine, me dit comment peux-tu t'intéresser à des films qui sont violents, qui je veux dire, j'ai été grandement marquée par le film Human Centipede, qui est un chef-d'œuvre je sais pas si c'est du gore ou du film d'horreur. Oui. D'une violence inouïe, puis qui était très, très difficile à regarder, mais que je veux dire, c'est ça, c'est une expérience en soi. C'est les méandres de l'âme humaine mise sous forme esthétique, puis c'est richissime, c'est infini, puis ça pousse la morale à son extrême. Moi, je trouve ça vraiment important, nécessaire, puis super riche. Je pense que tu nous as convaincus. Et, Monsieur Appérage, je sais qu'il y a plusieurs documentaires aussi qui vont passer à Fantasia. Ça m'intéresse plus particulièrement. Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Je dirais que la section des documentaires cette année, qui inclut cette année 5 films, est à l'image du festival. Les sujets sont très variés. Les cinéastes dont les films ont été retenus sont allés dans des directions bien souvent inattendues. Celui que je parlais tantôt sur The National, Mistaken for Strangers, est un projet assez cinglé, en fait. Le chanteur du groupe, Matt Berninger, a invité son frère Tom à le suivre lors de leur avant-dernière tournée, celle pour l'album I, Violet. Et le Tom étant une sorte de perdant, si l'on veut, d'orchestrateur de son propre malheur, le projet qui aurait pu rapprocher les deux frères a finalement été une catastrophe sans nom, puisque Tom ne tient pas en place, boit comme un trou et amène carrément la tournée vers sa perte. Ce qui en résulte, c'est à la fois un film qui est bien évidemment très drôle, mais qui raconte une belle histoire sur les rapports entre frères, avec toute leur tension, mais également toute l'affection qui demeure malgré l'adversité. Et au total, c'est un immense moment de cinéma-vérité, si puissant que même les cinéphiles qui seraient pas familiers avec The National vont quand même trouver chaussures à leurs pieds, vont apprécier ce film. Et je sais que c'est dire quelque chose de très très gros, mais selon moi, ce film est la réponse de 2013 au documentaire Don't Look Back, qui évidemment suivait Bob Dylan lors d'une tournée en Angleterre. Sinon, autre gros morceau de la programmation des documentaires et films qui nous entraîne littéralement dans un autre monde, l'autre monde de Richard Stanley, cinéaste habitué de Fantasia qui est venu à maintes reprises pour présenter à la fois des fictions et des documentaires. C'est un réalisateur qui a un parcours quelque peu similaire à celui de Werner Herzog en termes de thématique et d'esthétique et cette façon de se glisser d'un genre à un autre avec une aisance tout à fait renversante. L'autre monde nous entraîne cette fois-ci en France, dans un tout petit village perdu dans la campagne où les habitants sont persuadés de côtoyer la magie, l'onirisme et même les extraterrestres sur une base quotidienne. Donc, le film qui a été filmé par le réalisateur Karim Hussein, qui nous a donné La Belle Bête, est en soi une enquête sur cet univers clos dans lequel le mysticisme fait partie de la vie de tous les jours et n'est jamais remis en question. C'est intéressant, vraiment. Petite question d'un autre ordre. Peut-être vous êtes programmateur, mais aussi, on sait qu'à Montréal, il y a beaucoup de festivals. Festival des films du monde. Il y a le FNC, mais là, c'est plutôt à l'automne. Comment vous manœuvrez avec ça? Là? Il y a eu un temps où il y a eu une guerre des festivals. On disait qu'il y en avait trop.
On dirait qu'il y a peut-être que certains devraient finalement arrêter. Là. On pense peut-être au Festival des films du monde. Est-ce que vous pensez que chaque festival réussit malgré tout à trouver sa niche justement là-dedans? Je pense que bon an, mal an, tous les festivals actuellement à Montréal occupent une place qui est fixe. Ils vont obéir à leur propre... quand je parlais de ligne éditoriale, chaque festival a sa propre ligne éditoriale. Je pense que chacun d'entre eux vont répondre à une demande qui est spécifique et qu'aujourd'hui, en 2013, remettre en question la place d'un festival à Montréal n'a plus lieu d'être. Ah oui, vous pensez? J'aurais aimé une réponse d'un gars de Fantasia un peu plus tranché, tu sais, quelque chose qui aurait plus dégouliné un peu, mais non, évidemment, c'est normal, hein? On veut pas commencer à rentrer là-dedans. Non, mais je pense en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de cinéphiles à Montréal. Il y en a qui vont être sensibles à Fantasia, il y en a qui vont être sensibles au FNC, d'autres au FFM, d'autres à tous ces festivals-là, comme la plupart des membres de l'équipe du festival. Nous fréquentons assidûment les autres manifestations. Nous ne faisons pas acte de snobisme. Et j'espère bien que non, ouais. Et je pense donc que chaque festival a sincèrement sa place. Bon, ben, c'est une belle réponse. Nadine, t'as des films que tu crois aller voir en terminant oh, mon Dieu, sur ta liste? J'ai pas préparé ça pour toi. Il y a beaucoup de films, mais les 2 documentaires... Oui, ça a l'air excellent. Ça, je les avais dans ma liste. J'ai vu 2 films. J'ai vu 2 films des gros noms de Fantasia. Drug War de Johnny To, qui est un des maîtres des films d'action de Hong Kong, et le grand classique cinéaste Takashi Miike, japonais. J'ai vu Lesson Est-ce qu'on peut revoir ce Evil. film-là ou il y avait juste une projection? Je pense qu'il y avait juste... Il y a eu 2 projections de Lesson of the Evil, mais les 2 sont passées malheureusement. Bon, ben. Et c'était complet parce que, écoute, c'est ça que, en fait, moi, c'est ce que j'adore, c'est des projections à guichet fermé souvent. Les gens font la file pour voir ces films-là, ils achètent leur billet d'avance. Sans blague, c'est toute une expérience. Je pense que c'est ce qui est aussi intéressant, qui ajoute à l'expérience Fantasia, c'est un rituel en soi. Il y a vraiment comme un esprit, une essence, une attitude. Puis tout à l'heure, Hubert a parlé de geek, mais moi, je me suis dit, parce que moi, j'aime les geeks. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ben, c'est correct, t'as le droit. Mais je me dis, moi, je suis-tu geek? Ben, je le suis je me suis questionnée là-dessus. Je me suis informée. Qu'est-ce qu'un geek? Un geek, c'est quelqu'un, pour moi, d'abord, être singulier, fascinant, d'une intelligence assez surprenante, qui, on dit des geeks, que c'est des personnes qui s'intéressent beaucoup trop ou beaucoup à des choses très très pointues. Et donc ça fait en sorte que quand tu vas dans un festival où on dit que les gens sont geeks, c'est parce que les gens ont des connaissances de cinéma, de références. Je sais pas si M. Laperrière est geek, mais en tout cas on voit qu'il a des connaissances. J'ai mon penchant. Mais les connaissances, en tout cas, ça c'est certain qu'il les a. Ouais. On peut pas douter. Non, puis ça fait une culture riche, puis aussi il y a comme une dimension d'humour ajoutée à ça, parce que les films, on le sait, des fois ça va être des films de série B horriblement mauvais, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans lequel on va se complaire à rire, parce qu'il y a comme je disais, l'autoréférentialité, et ça renvoie à d'autres films qu'on a vus. C'est tout un univers dans lequel... donc on va s'y rendre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans une autre entrevue avec un journaliste, j'expliquais comment la présence cette année d'un projet comme La Nuit excentrique va remettre en cause la notion même de quel film a sa place à Fantasia, parce qu'autant on va défendre le meilleur de ce que le cinéma de genre a à offrir, autant une fois par an, à Fantasia, on va rendre hommage au pire. Et je pense que même pour nous programmateurs, c'est une façon de se positionner par rapport à notre travail et par rapport à ce qu'on offre à notre public. Bon, ben c'est magnifique. Pour le meilleur, pour le pire, on se rend tous à Fantasia. Ça se termine quand? Ça se termine le 7 août. Bon, mais merci beaucoup. C'était Simon Laperrière, programmateur de Fantasia. Nadine Gomez, geek aspirante. Aspirante. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Merci.